Pour finir avec les systèmes dynamiques de premier ordre, nous allons analyser à présent l'équation différentielle de premier ordre la plus générale possible et qui peut correspondre à un système physique réel. Cette équation différentielle contient des dérivées de la sortie allant jusqu'à dérivée première de la sortie, mais aussi des dérivées de l'entrée qui peut aller jusqu'à la première dérivée de l'entrée. Dans ce cas-là, si vous appliquez la transformée de Laplace sur cette équation différentielle en considérant les conditions initiales nulles, on obtient cette fonction de transfert qui est caractérisée par trois paramètres, un gain statique et deux constantes de temps au numérateur et au dénominateur. Donc cette fonction de transfert est de premier ordre, comme on puisse le constater, puisqu'elle a un polynôme de premier ordre au dénominateur, mais elle a aussi un premier ordre au numérateur. Donc en fait, comme des systèmes physiques ne peuvent pas avoir des polynômes du numérateur dont l'ordre soit plus élevé que celui du dénominateur, ça c'est le cas le plus général. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes de premier ordre généralisés. Donc il s'agit aussi d'un système ou d'une fonction de transfert de classe nulle, parce que nous n'avons pas une factorisation par P. Et donc cette fonction de transfert contient un pôle qui est en moins 1 sur tau, c'est un pôle purement réel, et un 0 également purement réel qui est en moins 1 sur t. Donc, petit rappel, les 0 et le pôle, ce sont les racines de ces deux polynômes. Donc cette fonction de transfert contient également trois paramètres, le gain statique et les deux constantes de temps, et l'unité des deux constantes de temps sont des secondes. L'unité du gain sera égale à l'unité de la sortie sur l'unité de l'entrée. Avant d'analyser la réponse de ce système, d'un système modélisé par cette fonction de transfert, on va poser d'abord un nouveau paramètre A, qui est en fait le ratio des deux constantes de temps, la constante de temps du numérateur et celle du dénominateur. Et maintenant, si on souhaite analyser la réponse d'un système modélisé par cette fonction de transfert et excité par une amplitude de type échelon d'amplitude U0, dans ce cas-là, la réponse sera égale à cette expression que vous avez ici, qui dépend bien évidemment du gain statique, de la constante de temps du dénominateur, donc l'exponentielle va voir apparaître uniquement cette constante de temps, du paramètre A qui est le ratio des deux constantes de temps, et bien évidemment l'amplitude de l'échelon U0 qui apparaît ici. Et on va voir que par rapport à un premier ordre classique pour qui la constante de temps t sera égale à 0. Donc si t égale à 0, tout simplement, le paramètre a est 0 aussi. Et donc si le paramètre a est 0, en fait, on revient exactement sur l'expression que vous avez vue pour un premier ordre. Mais dans ce cas-là, analysons en fait les différentes réponses ou les différentes allures de la réponse qui peuvent apparaître en fonction de ce paramètre a. En fait, vous avez ici les différentes réponses possibles. Donc la courbe bleue que vous avez ici correspond tout simplement au cas où le paramètre A est égal à 0 et en fait on revient sur les pas d'un premier ordre classique. Donc on voit ici la réponse des premiers ordres classiques qui a été analysée précédemment. Maintenant, lorsque votre paramètre A est compris entre 0 et 1, ceci correspond à la situation où la constante de temps t du numérateur sera inférieure à la constante de temps tau qui est au dénominateur. Ou autrement dit, le 0 sera situé plus à gauche que le pôle. Dans ce cas-là, si on analyse cette réponse, on peut regarder rapidement quelle sera la valeur finale et la valeur initiale. Et on voit qu'en fait, pour la valeur finale, lorsque le temps tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0, et donc multiplié par cette parenthèse, ce terme va disparaître, et que donc la réponse tend toujours vers U0 fois k. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi
dans les systèmes de premier ordre, donc un régime établi, on tend toujours vers la valeur k fois u0. Par contre, au moment initial, lorsque le temps est égal à 0, dans ce cas-là, cette exponentielle est égale à 1, puisque l'exponentielle de 0 est égale à 1. Et ce qui nous reste, donc, vous allez avoir ici 1 moins 1 qui disparaît, et il nous reste tout simplement ce a. Et on voit que, à l'inverse d'un système de premier ordre classique, la valeur initiale n'est pas 0. La valeur initiale, en fait, est d'un pourcentage de la valeur finale, et ça dépend justement de ce paramètre a, qui est le ratio de ces deux constantes de temps. Et donc on voit qu'en fonction de a, vous pouvez avoir différentes situations qui sont illustrées ici. Et donc la situation, par exemple, que j'ai évoquée tout à l'heure, où a se situe entre 0 et 1, en fait, votre valeur initiale va démarrer quelque part entre 0, ou entre la valeur initiale et la valeur finale. Et donc votre réponse, tout simplement, elle va tendre un peu plus rapidement, elle va rentrer un peu plus rapidement vers dans la bande de 5% autour de la valeur finale. Donc votre temps de réponse sera légèrement plus court dans ce cas-là, mais vous n'allez pas avoir du dépassement. Lorsque votre a est supérieur à 1, ceci voudrait dire que la constante de temps du numérateur est plus importante que la constante de temps du dénominateur, ou que votre 0 se trouve à droite du pôle dans le plan complexe. Donc il est plus proche de l'axe imaginaire. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que si votre a est supérieur à 1, votre valeur initiale va dépasser la valeur finale et vous allez avoir un choc assez important qui introduit un sort de dépassement qui n'est pas tout à fait un dépassement typique tel qu'on l'avait vu et analysé et défini au tout début des systèmes dynamiques, mais c'en est un. En fait, vous avez un dépassement qui dépend de la valeur de a et qui en plus va introduire un choc très brutal juste au moment où vous appliquez l'échelon. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous faites l'analyse de vos systèmes ou que vous faites la conception de vos systèmes. Il faut que votre système puisse accepter cette variation très rapide et de pas ne pas casser sous cet effet. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais un autre... Et en fait, dans ce cas-là, on voit que la réponse en régime permanent revient quand même à k fois u0, et le temps de réponse peut être quelque part contenu ou équivalent au temps de réponse qui correspond à un système de premier ordre classique. Ça dépend en fait de la valeur de a. Maintenant, un cas un peu particulier que nous n'avons pas eu pour les systèmes de premier ordre, c'est lorsque la valeur de a devient négative. En fait, elle peut devenir négative lorsque t, donc la constante de temps du numérateur, est négatif. Rappelons-le qu'un système dont les pôles sont positifs est instable, et donc pour que le système soit stable, c'est ce qu'on va chercher à chaque fois à avoir des systèmes stables. Donc pour que le système soit stable, il faut que tous les pôles du dénominateur, enfin tous les pôles ou toutes les racines du dénominateur il faut qu'elles soient négatives. Et donc dans ce cas-là, la constante de temps, elle doit être positive. Mais ceci n'est pas le cas pour les zéros. Donc vous pouvez avoir des zéros positifs, mais que le système reste toujours stable. Par contre, avec des zéros positifs, vous avez un comportement un peu particulier qui est illustré ici en rouge. En fait, lorsque vous avez un pôle positif, votre constante de temps devrait être négative, donc la constante de temps du numérateur, et dans ce cas-là, ce paramètre a deviendra négatif, et donc votre valeur initiale sera négative.
donc comme vous l'avez ici. Et donc, quand vous avez votre système qui est caractérisé par un 0 positif, dans ce cas-là, lorsque votre système est excité par un échelon, par exemple, qui va dans un sens, la réponse de votre système ira d'abord dans le sens opposé pour ensuite revenir dans la direction normale qu'elle doit avoir. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête, à garder à l'esprit, parce que ça peut faire des réponses un peu bizarres, notamment lorsque vous avez un système qui est régulé. Et finalement, ce type de système ne sont pas si inexistants dans la pratique. On peut avoir des situations où des cas similaires apparaissent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez une voiture qui avance sur une route, et imaginons que cette route, par exemple, je ne sais pas, est dans la montagne, et que vous avez ici la montagne, et puis du côté gauche, vous avez une falaise. Et imaginons maintenant que vous voulez éloigner votre véhicule de la falaise, mais en marche arrière. Donc votre véhicule doit se déplacer en marche arrière et que vous voulez vous éloigner de la falaise. Dans ce cas-là, une des sorties d'intérêt pour vous pourrait être, par exemple, la distance entre la falaise et votre véhicule. Alors ça peut être la distance entre la falaise et la roue de devant, ou la distance entre la falaise et le centre de véhicule. Ça dépend ce que vous regardez. Donc imaginons que je vais prendre la distance entre les roues et la falaise. Donc je vais considérer que ma sortie, c'est ceci. Et donc je vais tracer dans ce cas-là l'évolution de la sortie, donc de y de t, en fonction du temps, lorsque vous commencez en fait à appuyer sur la pédale d'accélération. Et donc votre véhicule va aller en marche arrière, et pour s'éloigner de la falaise, ce que vous allez faire, vous allez tourner votre volant qui se trouve ici, vous allez le tourner à droite. Donc dans ce cas-là, vous allez, si vous avez un permis de conduire, vous allez tout de suite me dire que pour aller vers la droite en marche arrière, il va falloir tourner le volant à droite. Et bien en fait, ce qui va se passer, si vous êtes à un moment initial t à cette position, et que vous allez tourner votre volant à droite, et quand vous allez appuyer sur votre pédale d'accélération, ce qui va se passer avec votre distance, au départ, elle va diminuer pour ensuite augmenter. Donc vous avez en fait ce comportement un peu particulier où votre sortie, avant d'aller dans la bonne direction, puisque vous vouliez par exemple vous éloigner, augmenter votre Y, ce qui se passe, c'est que votre sortie va dans le sens opposé avant d'augmenter. Et ça, c'est quelque chose de très important à tenir compte, à prendre en compte lorsque, par exemple, vous conduisez cet véhicule ou lorsque vous concevez un système qui doit se comporter d'une certaine façon. Si votre système a un comportement particulier comme celui-là, c'est très important d'en tenir compte. Et des systèmes comme ça, vous en avez d'autres dans la pratique. Par exemple, un bateau qui doit prendre le large, et s'il est accosté, en fait, quand vous allez tourner le safran, par exemple, si vous avez ici le bateau qui est accosté, et lorsque vous allez devoir tourner à gauche, le safran, il va falloir le tourner dans ce sens-là, à gauche, et donc votre bateau va d'abord avoir tendance à aller dans ce sens-là, enfin, surtout avec l'arrière du bateau, avant de prendre le large. Il en est de même pour des avions, par exemple. Pour prendre de l'altitude, ils peuvent d'abord faire un petit plongeon avant de prendre de l'altitude. Par exemple, dans les thermomètres à mercure, vous avez un récipient qui est en verre et le mercure qui est à l'intérieur, et la mesure de la température se fait par le fait que le mercure va changer de densité en fonction de la température, et donc par exemple quand la température baisse, la densité
va augmenter et donc le volume occupé par le mercure va être moindre et donc le niveau va baisser. Sauf que ce qui se passe, c'est que le récipient en verre de votre thermomètre, donc qui contient le mercure, il va se contracter aussi et le temps de réponse du verre sera beaucoup plus rapide que le temps de réponse du mercure et donc il va aussi se contracter et il va se contracter le verre avant que le mercure ne se contracte. Et donc ce qui va se passer, c'est que votre récipient va d'abord rétrécir et il va rétrécir plus vite que le volume du mercure. Et donc ce qui va se passer, c'est que si vous passez votre thermomètre d'un endroit chaud vers un endroit très frais et vous le faites ce passage très rapidement, ce qui va se passer, c'est que le volume du mercure dans le récipient va augmenter avant de descendre. Donc vous allez avoir l'impression, en faisant la lecture, que la température augmente avant de baisser. Donc c'est pareil, un comportement un peu similaire où la réponse va dans le sens opposé avant d'aller dans le bon sens. Et ça, c'est caractérisé par un zéro qui est positif.